Bonjour. Faisons suite à la dernière vidéo portant sur la définition du concept de culture d'entreprise. Nous consacrons cette vidéo à l'étude de la diversité culturelle dans les entreprises internationales. Et ce chapitre 2, il va être consacré essentiellement à l'étude de l'orientation culturelle des organisations, à l'identification des différents stades d'internationalisation des activités et enfin aux origines de la diversité culturelle dans les entreprises. Les trois derniers points ils vont être étudiés dans une vidéo prochaine. Alors, quels sont les modèles organisation ou quelles sont les configurations organisationnelles des entreprises internationales? Il y en a 4. Le modèle ethnocentrique, régiocentrique, polycentrique et géocentrique. Qu'est-ce qu'on entend par l'ensemble de ces modèles? Quelles sont leurs caractéristiques et quelles sont les pratiques et les politiques RH, leadership et commerciales qui entourent l'ensemble de ces modèles? Le premier modèle culturel des entreprises internationales, c'est le modèle ethnocentrique. Et là, on va voir 4 caractéristiques du modèle ethnocentrique. Alors, la première caractéristique, c'est le leadership organisationnel, la prise de décision, la coordination du travail et le contrôle exercé. C'est le siège qui est le centre d'autorité, le siège alors qui façonne les décisions, qui les fixe et qui les impose à l'ensemble des filiales, avec un contrôle exercé sur celles-ci et avec aussi le développement d'une culture commune, partagée, émanant de la maison mère. Et là, qui impose alors cette culture? C'est l'interface culturelle entre la maison mère et la filiale, à savoir l'expatrié. Le flux de communication, c'est un flux unidimensionnel, émanant du siège vers les filiales, avec, bien sûr, comme je viens de dire, des cadres de la maison mère, des profils talentueux, bien sûr, qui bénéficient de ce privilège d'occuper des postes internationaux et qui sont dans les postes clés à la tête des filiales. La politique marketing et action commerciale, c'est une politique confectionnée au sein du siège et qui est imposée sur les filiales pour gérer le marché du pays conquis et c'est un ensemble de stratégies de développement des standards du pays d'origine. Le deuxième modèle, c'est le modèle polycentrique. Alors, quand on entend par polycentrique, c'est qu'il y a une multitude culturelle. Par rapport à l'ensemble de ces caractéristiques que l'on voit alors sur le slide, c'est qu'il y a une forte autonomie de décision accordée aux filiales. Là, il y a quand même une certaine posture ou plutôt une certaine pratique d'empowerment de la filiale, avec une préservation des cultures organisationnelles et nationales des entités. C'est-à-dire que là, c'est un flux limité entre le siège et ses filiales. Donc la filiale a la liberté de concevoir ses stratégies commerciales, de concevoir ses pratiques de management des individus. Les cadres locaux sont alors au poste clé, c'est-à-dire donc elles ne sont pas réservées qu'aux individus de la maison mère, et avec une politique marketing et action commerciale adaptée à la politique commerciale et aux spécificités locales, aux habitudes alimentaires du consommateur, aux traditions du pays d'accueil, aux rites de la population d'accueil et ainsi de suite. Donc voilà, alors là il y a autant de cultures que de filiales dans le modèle polycentrique. Dans le modèle régiocentrique, alors quand on dit régiocentrique, c'est-à-dire on divise le monde en blocs régionaux. Et là, avec l'existence d'un fort pouvoir des sièges régionaux, tel que le cas par exemple de Procter & Gamble ou Unilever, c'est qu'on voit alors, il y a le bloc Moyen-Orient, il y a le bloc Maghreb, il y a le bloc Asie et Amérique latine. Et là, on voit alors c'est que le monde il est subdivisé en
bloc culturel, avec incitation pour contribution aux performances économiques de la région, de chaque région. Alors, il contribue à la performance organisationnelle globale de l'entreprise en entier. Alors, le flux communicationnel, c'est un flux généralement issu de sièges régionaux ou des pays concernés. Et là, c'est bidimensionnel, de la maison mère vers les sièges et des sièges vers la maison mère. Mais cela veut dire que le siège régional a sa propre capacité, sa propre liberté, sa propre autonomie dans la prise de décision commerciale et managériale. Les cadres de la région en poste clé, c'est pour ça donc on voit, alors c'est que chez Procter & Gamble, à sa tête, on voit parfois, il y a parfois marocain, parfois tunisien, parfois algérien. Pourquoi? Parce que Procter & Gamble, son siège existe dans la région Maghreb, et c'est que les postes clés sont réservés aux cadres maghrébins. La politique marketing et action commerciale, c'est une stratégie de développement à partir des synergies entre pays de la même zone géographique, comme je viens de dire. Alors c'est le rapprochement culturel qui fait que cette culture soit adoptée, que l'action commerciale soit commune. Le quatrième modèle, c'est le modèle géocentrique, et c'est le cas des entreprises globales. C'est le cas de l'entreprise Coca-Cola par exemple, le cas de l'entreprise AXA Assurance, le cas de Danone aussi. Ce sont des entreprises globales qui ont atteint un niveau élevé de croissance. Alors, l'ensemble des caractéristiques de ce modèle, c'est qu'il y a un système global de prise de décision avec collaboration étroite entre le siège et les filiales. Et là, les filiales, elles ont quand même un poids dans la prise de décision. La mise en place d'indicateurs à la fois globaux et locaux par la consolidation des comptes, et avec le développement d'une culture groupe partagée à travers le monde. Les flux sont bidirectionnels entre le siège et les filiales, sans incitation alors commerciale, sans incitation à l'adoption, par exemple, des spots publicitaires confectionnés dans la maison mère. Les cadres recrutés en fonction de leur expérience et compétences, abstraction faite de compétences locales aux compétences étrangères, sans prendre en compte bien sûr la nationalité. Et la stratégie commerciale et la politique marketing, c'est une stratégie internationale avec création d'interdépendances fortes entre le siège et les filiales. Maintenant, quels sont les différents stades d'internationalisation des activités? Une entreprise jeune, elle est créée initialement sur son marché local, et là, pour qu'elle se développe, elle doit passer par plusieurs stades de production puis de commercialisation pour ensuite alors atteindre les niveaux élevés de la croissance. Alors le premier stade d'internationalisation des activités, c'est l'exportation. Donc alors, l'entreprise exportatrice fabrique ses produits sur le marché local et les diffuse vers les marchés étrangers. C'est le cas de l'entreprise marocaine Marwa. Marwa, c'est une entreprise purement marocaine. Elle produit au Maroc, elle commercialise là au Maroc, mais là, elle commence quand même à s'ouvrir sur d'autres marchés pour fabriquer toujours au Maroc, mais commercialiser au-delà du Maroc. Deuxième stade, c'est le stade de développement de réseaux de distribution à l'étranger, alors que l'approvisionnement et la production étant effectués dans le pays d'origine. Toujours alors c'est dans le pays d'origine, mais on crée des points de vente à l'étranger. Toujours on produit localement, mais on commercialise au-delà des frontières par la création des points de vente dans des pays étrangers. Le troisième stade, c'est le stade d'entreprises multinationales. Alors, les multinationales, c'est lorsque les filiales de production complètent les filiales de distribution, sans qu'il y ait de liens économiques, industriels et commerciaux entre les filiales. C'est comme si elle fait maintenant Zara. Zara, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle commercialise à travers le monde, mais elle produit partout, en cherchant alors la main-d'œuvre la moins chère. Et elle a des filiales de distribution sans qu'il y ait des liens économiques. Donc, il n'y a pas un lien économique des filiales de production. Ce sont des sous-traitants qui produisent selon les instructions et
préconisation de Zara, et Zara se charge alors de la commercialisation dans ses points de vente à travers le monde. Quatrième stade, c'est l'entreprise transnationale. Alors là, c'est une entreprise qui possède des unités de production à l'étranger et elle répartit donc sa production dans plusieurs pays. On peut rappeler aussi Zara, c'est une entreprise transnationale parce qu'elle a des unités de production, mais des unités de production qui ne sont pas propres à Zara. C'est plutôt alors, ce sont des sous-traitants et avec une répartition, une distribution à travers le monde. Cinquième stade, c'est le stade alors ultime d'internationalisation des activités d'entreprise, c'est le stade d'entreprise globale. Elle n'est plus identifiée à un pays d'origine, Danone n'est plus identifié à son pays France. Le siège central a une fonction de contrôle et de coordination, il n'a pas une fonction là aussi de détermination de la stratégie commerciale ou de les appellations de produits, ou plutôt alors de la production, alors aussi de la recette du produit. Donc on a toute la liberté de conception des produits de l'entreprise ou de la filiale. Maintenant, quelles sont les origines de la diversité dans les entreprises ? D'où vient alors cette diversité culturelle des entreprises? Premièrement, de l'internationalisation des activités, par la création des entités de production, de distribution à l'étranger, par aussi le rapprochement entre deux entreprises, par les fusions aux acquisitions, absorptions, ou par la mondialisation aussi de l'économie. Alors là, le libre-échange aussi il a agrandi ou élargi l'échange entre les différentes entreprises. Aussi avec les évolutions technologiques, on peut dire alors qu'il y a une internationalisation virtuelle à travers alors l'utilisation des nouvelles technologies, les alliances stratégiques, les partenariats, les joint ventures. Tout ça, ça a fait que les activités connaissent une internationalisation à travers le marché mondial. Deuxième point, c'est la constitution d'équipes interculturelles. Le fait le plus marquant en termes de changement concerne alors aussi le brassage de nationalités différentes. On voit là maintenant dans les entreprises, un Chinois, il compose avec un Marocain, avec un Américain, avec un Hispanique, avec un Latin. Et là se pose l'amalgame entre l'équipe multidisciplinaire et équipe interculturelle. Il y a une différence entre les deux. Alors, équipe multidisciplinaire, c'est une équipe alors dont la formation et la discipline et la spécialité est différente. C'est-à-dire qu'il y a un marketeur, un ingénieur, il y a un analyste financier, ainsi de suite. Par contre, alors, on peut retrouver dans une équipe interculturelle des personnes ayant la même spécialité, l'ensemble ce sont des ingénieurs designers, mais ils ont des cultures différentes. Et là où se pose le problème, parce que là, la spécialité ne pose pas aucun problème. Au contraire, c'est un outil fédérateur. Par contre, alors, le problème de la culture individuelle, ça demande du temps pour créer de la cohésion sociale au sein de ce type d'équipe. Deuxième ou troisième point, c'est la mobilité géographique. La mobilité géographique, le fait alors d'être chapeauté par une personne étrangère. Et là, la mobilité géographique se fait essentiellement par l'expatriation. L'expatrié, c'est un cadre, une personne qui a bénéficié d'une expérience à l'étranger. C'est une personne qui a été désignée pour plusieurs raisons, dans le but d'occuper un poste dans une filiale à l'étranger. Bien sûr, quand on dit filiale, c'est que filiale est en relation alors de coordination, une relation organisationnelle entre la maison mère. C'est la maison mère alors qui choisit cette personne et qui l'envoie à la tête de cette entreprise étrangère. Ou pas étrangère, mais plutôt opérant à l'étranger. L'expatriation est une des options choisies par l'entreprise pour superviser le transfert de savoir-faire vers les unités locales. C'est-à-dire que là, il y a une transmission, un transfert des compétences de la maison mère vers la filiale à l'aide de son employé. Globalement, nous avons vu 3 points.
L'orientation culturelle des organisations à travers l'identification des 4 modèles organisationnels polycentriques, ethnocentriques, régiocentriques et géocentriques. Ensuite, nous avons vu alors les différents stades d'internationalisation des activités, quels sont alors les stades par lesquels passe une entreprise jeune pour alors se voir évoluer au-delà de son marché local. Et finalement, nous avons vu alors quelles sont les sources de la diversité culturelle dans les entreprises, d'où émane alors cette diversité culturelle. La prochaine vidéo, elle va être consacrée aux facteurs de différenciation entre les entreprises multinationales. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est différente de l'autre ? Quels sont les avantages de la diversité culturelle? Qu'est-ce qu'elle récolte comme avantage de l'entreprise culturellement diversifiée? Et qu'est-ce qu'elle encourt comme risque de la diversité culturelle? Nous allons voir aussi quelles sont les conséquences des conflits culturels et quelles sont les orientations que prennent les entreprises internationales ou multinationales ou multiculturelles dans le but de créer une cohésion sociale.